Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on plonge tête la première dans un ouvrage vraiment fascinant et franchement provocateur, L'Empire du moindre mal de Jean-Claude Michéa. L'idée de cette analyse, c'est de complètement reconsidérer les fondations de notre monde moderne en remontant à la source même du projet libéral. Allez, c'est parti pour un voyage intellectuel qui risque de bousculer quelques certitudes. Imaginez un peu la situation. Est-ce qu'une société peut vraiment tenir debout si elle n'exige absolument aucune vertu morale de la part de ses citoyens? Ça paraît assez contre-intuitif, non? Surtout quand on pense que la plupart des civilisations du passé reposaient sur de grands idéaux comme le courage, l'honneur ou la foi. Eh bien, la thèse de Michéa, c'est que cette absence totale d'exigence morale, c'est exactement la base sur laquelle notre société libérale moderne a été construite, intentionnellement. Alors, pour bien décortiquer tout ça, on va avancer en 5 étapes. On va commencer par la peur de la guerre civile, on enchaînera avec la politique du moindre mal, l'état neutre, la fameuse main invisible du marché, pour finalement atterrir sur l'unité du libéralisme. Première étape donc, la peur de la guerre civile et le traumatisme historique qui a marqué le XVIe siècle. Faut bien comprendre un truc. La doctrine libérale, elle n'est pas tombée du ciel un beau matin. C'était littéralement une réponse d'urgence face à une crise sanglante. Au XVIe siècle, l'Europe est un vrai champ de ruines, ravagée par des guerres de religion ultra-violentes. Face à ce carnage absolu, des penseurs du XVIIe siècle, comme Thomas Hobbes et Descartes, se disent que la paix absolue doit impérativement primer sur la recherche de la vertu. Et paf, au XVIIIe siècle, des figures comme Adam Smith traduisent cette quête de survie en un vrai système économique. C'est vraiment l'horreur des conflits idéologiques qui les a poussés à réinventer la société humaine de A à Z. Mais quand on parle de guerre civile idéologique, de quoi on parle exactement? C'est le genre de conflit qui détruit complètement nos liens sociaux de base. Ça dresse les parents contre les enfants, les voisins les uns contre les autres. Tout ça au nom de vérité absolue. Et Michéa insiste à fond là-dessus, cette violence inouïe a servi d'étincelle. Du coup, la simple survie biologique est devenue l'objectif numéro 1, balayant sans ménagement toutes les quêtes héroïques ou sacrées d'autrefois. D'ailleurs, Blaise Pascal a mis les mots justes en qualifiant la guerre civile de plus grand des maux. Et c'est un point absolument central ici. Les philosophes fondateurs de la modernité en sont venus à une conclusion radicale. Pour eux, c'est justement le dogmatisme moral, le fait de prétendre détenir le bien, qui provoque ces carnages. Essayer d'atteindre la perfection morale, ça finissait toujours en bain de sang. La priorité absolue, c'était donc d'éviter ça à n'importe quel prix. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la politique du moindre mal et ce basculement total de nos valeurs. Cette terreur obsessionnelle de la guerre a forcé les intellectuels à revoir complètement leurs exigences envers la société. C'est un virage à 180 degrés. Dans le monde antique, l'objectif c'était la quête de la vertu, l'excellence, quitte à se sacrifier en héros pour la communauté. Mais avec la vision libérale moderne, terminé tout ça. L'objectif, c'est juste d'éviter une mort violente. On veut la sécurité personnelle, on veut garantir le fameux moindre mal. Michéa affirme qu'on a sciemment abandonné cette quête dangereuse de la vertu pour s'assurer une petite coexistence pacifique. C'est clair que c'est moins glorieux, mais c'est drôlement plus sûr. Du coup, la politique moderne devient une sorte d'art purement négatif. Oubliez l'idée d'atteindre une utopie ou la cité idéale. Le but de la manœuvre, c'est simplement d'organiser la société la moins mauvaise possible. Et cette philosophie du moindre mal, elle impose un choix drastique. Il faut complètement dépouiller l'État de toute forme d'autorité morale ou religieuse. Et ça, c'est la porte d'entrée de notre troisième chapitre, l'État neutre, qu'on pourrait presque appeler l'illusion du centre-vide. En fait, cette volonté de créer une politique totalement amoralisée, ça donne naissance au libéralisme politique qu'on connaît bien. L'État neutre, c'est quoi? C'est juste un organe juridique qui fait l'arbitre entre nos libertés individuelles. C'est un gardien de la paix qui fait la circulation, mais qui ne juge jamais votre destination finale. Il s'interdit d'imposer la moindre conception de ce que devrait être une vie bonne. En gros, l'État devient une coquille totalement vide de toute idéologie. Le penseur Benjamin Constant a résumé ce contrat de façon magistrale quand il a dit « Prions l'autorité de rester dans ses limites, qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux. » Voilà, c'est exactement la promesse de base. L'État applique le droit de façon automatique, il s'assure qu'on ne se tape pas dessus. Et pour ce qui est du bonheur ou du sens de l'existence, eh bien, on se débrouille dans notre coin, dans la sphère privée. Sauf que Michéa nous montre de façon implacable les limites de cette mécanique. Puisque cet État ne tient debout que sur la règle de ne pas nuire à l'autre, il est incapable de tracer la moindre limite morale concrète. Résultat des courses, on assiste à une explosion infinie des droits individuels, les normes culturelles sont déconstruites les unes après les autres, et ça,
Paradoxalement, ça déclenche un nouveau type de guerre, une guerre juridique permanente, une bataille de tous contre tous devant les tribunaux où chaque liberté individuelle finit forcément par percuter celle du voisin. Et là, on tombe sur un os de taille. Si l'État refuse obstinément de défendre la moindre morale commune, qu'est-ce qui maintient tout ça ensemble? Comment on fait pour ne pas que ça s'effondre si on n'a plus qu'une société remplie de gens centrés sur leurs propres intérêts privés? C'est précisément là qu'intervient notre quatrième partie, la main invisible du marché, pensée comme le substitut parfait à la vertu. Accrochez-vous, car c'est vraiment ici que la thèse de Michéa devient redoutable. Il nous explique que les luttes pour les droits individuels, qu'on associe au libéralisme politique et souvent à la gauche, et la défense acharnée du libre marché, plutôt associée au capitalisme et à la droite, ne sont pas du tout opposées. Pas du tout. Ce sont en réalité deux faces de la même pièce. Ce sont deux mécanismes automatiques conçus pour faire exactement la même chose, gérer la société sans jamais avoir besoin de faire appel à la vertu des citoyens. Regardez comment l'économiste Frédéric Bastiat le formulait au XIXe siècle. La meilleure condition du progrès, c'est la justice et la liberté. En combinant la justice d'un État devenu neutre avec la liberté du commerce, les intellectuels de cette époque étaient persuadés d'avoir trouvé la recette magique pour générer l'harmonie parfaite. La logique sur le papier, elle est séduisante et hyper bien huilée. On lâche les chevaux en permettant une concurrence libre et absolue. Ça booste une croissance économique sans fin. Et l'idée, c'est que toute cette richesse accumulée va éliminer la misère, ce qui élèvera naturellement la moralité de la société sans que l'État n'ait à forcer qui que ce soit. En gros, on a délégué la création de la paix et de la fraternité à la main invisible du marché. Ce qui nous amène à notre tout dernier chapitre, l'unité du libéralisme. Ces deux fameuses faces de la même médaille. C'est le moment de relier toutes les pièces du puzzle. Droit et économie marchent complètement main dans la main. D'un côté, le libéralisme politique pacifie la culture grâce à l'État neutre. De l'autre, le libéralisme économique stimule l'industrie grâce à la main invisible pour nous rendre tous prospères. Et le trait de génie de ce système, c'est que dans les deux cas, on a affaire à des processus automatiques. On gouverne les humains presque comme s'ils étaient de simples atomes qui se croisent dans l'espace. Alors, on fait le bilan? Quelles sont les conséquences? Eh bien, en confiant notre vivre ensemble uniquement au droit et au marché, on finit inévitablement par transformer toutes les relations humaines en marchandises. On se retrouve dépendant d'une croissance qui ne doit jamais s'arrêter et les droits juridiques gonflent à l'infini. Mais le point d'alerte majeur pour Michéa, c'est la destruction de la décence commune, cette fameuse common decency. On perd peu à peu ces réflexes de solidarité, d'entraide spontanée et de bon sens qui faisaient tenir les communautés traditionnelles. D'ailleurs, c'est fou de voir que c'était exactement l'argument des tout premiers penseurs socialistes au XIXe siècle. Ils avaient déjà compris l'entourloupe. Ils disaient qu'une société encourageant l'égoïsme, même si elle est techniquement juste dans ses lois, ne peut tout simplement pas être moralement acceptable. Une mécanique sans vraie solidarité, ça devient extrêmement vite un monde froid et très aliénant. Et on va se quitter sur cette interrogation ultime qui donne vraiment matière à réfléchir. Si on accepte le fait que l'État moderne se vide de toute sa substance morale juste pour qu'on évite de se faire la guerre, est-ce qu'on n'a pas tout bonnement filé les clés du camion au marché? Si la loi se tait sur nos valeurs, qui d'autre que l'économie viendra dicter à l'humanité la façon dont elle doit vivre? Voilà une réflexion bien puissante pour repenser notre conception de la liberté. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux horizons.